Ma mère a dit à ma femme, il mérite mieux que toi. Je suis entré, j'ai porté sa valise jusqu'à la porte d'entrée, et j'ai dit, tu dois partir. Elle est restée là pendant 10 minutes, avant de finalement partir en voiture. J'ai 34 ans, et je dois vous raconter les 3 jours qui ont changé toute ma relation avec ma mère. Eh bien, techniquement, c'était 2 jours, car elle n'a pas atteint le 3e jour. Mais je vais trop vite. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte, car cela ne sort pas de nulle part. On a l'impression que c'est arrivé d'un coup, mais avec le recul, les signes étaient là toute ma vie. Je ne voulais tout simplement pas les voir. J'ai grandi à Knoxville, dans le Tennessee. Ma mère, Diane, nous a élevés, mon grand frère Chase et moi, presque toute seule, après le départ de notre père quand j'avais 7 ans. Et écoutez, je lui reconnais ce qui lui est dû. Elle a cumulé 2 emplois pendant un temps. Elle nous a nourris, et nous a offert un toit au-dessus de nos têtes. Cette partie-là était vraie, mais l'autre l'était aussi. La partie où Chase était l'enfant prodige, et moi, la roue de secours. Chase était l'athlète. C'était Chase dont on enregistrait les meilleurs moments au football, pour les repasser à chaque réunion de famille. C'était Chase que ma mère présentait en premier à l'église, ou lors des barbecues. Aux réunions parents-professeurs, c'était pour lui qu'elle se déplaçait vraiment. Moi, j'étais le « et voici Cody », comme une réflexion après coup, comme un post-scriptum au bas d'une lettre que personne n'avait demandé. Je n'en voulais pas à Chase pour autant. Il n'avait pas demandé à être le favori. C'était même un frère plutôt chic, la plupart du temps. Mais ma mère m'a fait comprendre, de 1000 petites manières, que j'étais l'enfant fiable, et non l'enfant remarquable. J'étais le gamin qui avait des 14/20, et qui ne se plaignait pas. Le gamin qui tondait la pelouse, sans qu'on le lui demande. Le gamin qui restait à la maison le vendredi soir, pour lui tenir compagnie, pendant que Chase était dehors à faire du chess. Et elle ne m'a jamais dit merci pour tout ça. Pas une seule fois. À la fin du lycée, j'avais compris le principe. Je n'allais pas avoir droit aux fanfares. Alors j'ai baissé la tête, je suis allé à l'université communautaire, j'ai été transféré à l'UT, j'ai obtenu un diplôme en comptabilité, et j'ai commencé à construire une vie qui ne dépendait pas de l'approbation de ma mère. Ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivé. J'ai rencontré ma femme, Paige, quand j'avais 27 ans. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire, et elle avait ce don de vous faire sentir que ce que vous veniez de dire, c'était la chose la plus intéressante qu'elle ait entendue de la journée. Pas de façon hypocrite, mais d'une manière qui vous faisait réaliser que la plupart des gens n'écoutent pas vraiment quand vous parlez. Paige écoutait. Elle s'en souvenait, elle s'en souciait. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, et nous avons acheté une petite maison de plein pied avec 3 chambres à Maryville, à environ 20 minutes au sud de Knoxville. Rien d'extravagant, mais c'était à nous. Nous avons peint la cuisine d'une couleur vert sauge, que Paige avait choisie. Et chaque matin, je m'asseyais à l'îlot central avec mon café, et je pensais, ouais, c'est exactement ce que je voulais. Ma mère est venue au mariage. Elle portait du blanc, ce dont Paige a ri de bon cœur, car c'est une sainte. Et elle a porté un toast qui parlait surtout des exploits de Chase, et de la fierté qu'elle éprouvait pour ses 2 garçons. Ce qui était sa façon de dire qu'elle était fière d'un garçon, et que l'autre se trouvait juste à côté. Du Diane tout craché. Après le mariage, nous voyions ma mère peut-être 4 ou 5 fois par an, pour les fêtes, ou lors d'un repas dominical occasionnel. C'était bien, c'était gérable. Paige était toujours gracieuse. Elle cuisinait les plats préférés de ma mère, lui posait des questions sur son club de jardinage, et complimentait sa coiffure, même quand on aurait dit qu'elle s'était coiffée pendant un tremblement de terre. Paige faisait des efforts. Elle essayait vraiment. Ma mère était assez polie en face de Paige, mais il y avait toujours ces petites piques sous-jacentes. Des commentaires sur le fait que la maison aurait bien besoin d'une touche féminine, alors même que Paige avait entièrement refait la décoration. Des questions sur le moment où nous aurions des enfants, formulées comme si c'était Paige qui bloquait la situation. Une fois, elle a demandé à Paige si elle avait déjà envisagé de reprendre des études pour faire quelque chose de plus sérieux, comme si nettoyer les dents des gens pour gagner sa vie n'était qu'une sorte de passe-temps. Paige laissait couler. Elle me serrait la main sous la table, et changeait de sujet, mais je voyais bien que ça la pesait. Cette petite expiration qu'elle laissait échapper après le départ de ma mère. La façon dont elle restait silencieuse pendant 1 heure, pour ensuite revenir et dire « Ta mère est juste d'une autre génération ». Avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux.
J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je le sais, maintenant. Mais voici le problème quand on grandit avec un parent qui vous donne l'impression de toujours marcher sur des œufs. On apprend à se taire. On apprend que faire des vagues, c'est risquer de tomber à l'eau, et que personne ne vous lancera de bouée de sauvetage. Alors, j'ai préservé la paix. Je me suis dit que ce n'était pas si grave. J'ai promis à Paige que je parlerai à ma mère la prochaine fois. Mais la prochaine fois n'est jamais arrivée. Puis, il y a environ 2 mois, ma mère a appelé pour dire qu'elle voulait venir passer quelques jours chez nous. Elle a expliqué qu'elle se sentait seule, depuis que Chase avait déménagé à Nashville avec sa petite amie Brooke, et qu'elle voulait simplement passer du temps de qualité avec son bébé. Ses mots, pas les miens. Elle ne m'avait pas appelé ainsi depuis que j'avais 12 ans, et même à l'époque, on aurait dit qu'elle lisait un scénario. Paige a hésité. Elle n'a pas dit non, car Paige ne dit jamais non à la famille. Mais elle a eu ce regard, celui où sa bouche dit « bien sûr », mais où ses yeux disent « je vais avoir besoin de plus de vin pour affronter ça ». Je lui ai assuré que ça se passerait bien. 3 jours. On pouvait supporter 3 jours. Ma mère est arrivée un jeudi après-midi. Elle s'est garée dans l'allée, avec sa vieille Buick, ses 2 valises, un sac en toile rempli de ce qu'elle appelait des produits de première nécessité, et une attitude qui laissait entendre qu'elle nous faisait une faveur, en nous honorant de sa présence. J'ai rentré ses bagages à l'intérieur, je lui ai montré la chambre d'amis, et elle a immédiatement fait remarquer que le matelas semblait un peu ferme, avant de demander si nous avions des oreillers plus moelleux. Le premier jour s'est bien passé, dans l'ensemble. Nous avons dîné ensemble. Paige a préparé cet incroyable poulet piccata, et ma mère l'a mangé sans se plaindre, ce qui, pour elle, équivalait pratiquement à une standing ovation. Nous avons regardé un film ensuite, une comédie romantique choisie par ma mère, et elle n'a fait que 2 commentaires passifs-agressifs de toute la soirée. Le premier sur le fait que la cuisine de Paige n'était pas mal, pour quelqu'un qui ne cuisine pas professionnellement. Et le second, sur le fait que notre salon aurait bien besoin de vrais rideaux, plutôt que de ces stores romains, que Paige avait pourtant mis 3 week-ends à installer. J'ai croisé le regard de Paige pendant le commentaire sur les rideaux, et j'ai articulé en silence, « je suis désolé ». Elle a haussé les épaules, et est allée remplir son verre d'eau, qui, j'en suis presque sûr, était en fait de la vodka, à ce stade. Cette nuit-là, après que ma mère soit allée se coucher, Paige et moi étions allongés dans le noir, et elle a murmuré très doucement, « encore 2 jours ». Comme si elle faisait le compte à rebours, à la fin d'une peine de prison. J'ai ri, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je lui ai dit que j'appréciais sa patience. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, et s'est retournée. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de fatigué. Pas une fatigue due au sommeil, mais plutôt la fatigue de quelqu'un qui a porté un poids lourd pendant trop longtemps, et dont les bras commencent à trembler. J'aurais dû savoir, à ce moment-là, que le 2e jour serait celui où tout s'effondrerait. Mais je me suis réveillé le lendemain matin, en pensant au café, et en me demandant si nous avions assez d'œufs pour le petit déjeuner. C'est comme ça que fonctionne la vie, n'est-ce pas? Les plus grands moments de votre vie commencent, alors que vous pensez à des œufs. Le vendredi matin a commencé comme n'importe quel autre matin, dans notre maison. J'étais debout à 6h30, ce qui est tôt pour la plupart des gens, mais tard pour moi. J'ai toujours été un lève-tôt. J'aime ce calme, juste avant que le monde ne se réveille. J'ai préparé du café, j'ai nourri notre chien, Biscuit, un croisement de Golden Retriever un peu bêta, qui pense que chaque être humain n'existe que pour lui gratter les oreilles, et j'ai commencé à faire défiler les infos sur mon téléphone. Paige est descendue vers 7h, déjà habillée pour le travail. Elle ne faisait qu'une demi-journée au cabinet dentaire, donc elle serait de retour vers 13h. Elle m'a embrassé sur la joue, a attrapé un mug de voyage, et m'a chuchoté, « occupe ta mère », pour qu'elle ne réorganise pas encore notre garde-manger. Apparemment, ma mère avait réorganisé notre étagère à épices, la veille au soir, pendant que nous regardions le film. Elle avait tout classé par ordre alphabétique. Qui classe le cumin par ordre alphabétique? Ma mère est descendue vers 8h30, vêtue de cette robe de chambre à fleurs qu'elle possède depuis l'administration Clinton. Elle s'est assise à l'îlot de la cuisine, a regardé autour d'elle comme si elle inspectait les lieux pour y trouver des infractions au code de l'urbanisme, et m'a demandé si j'avais de la vraie crème pour son café. Nous n'avions que du lait d'avoine. Elle l'a regardé comme si je lui avais proposé de l'huile de moteur. Je lui ai préparé son petit déjeuner, des œufs brouillés, des toasts, et des fruits. Elle en a mangé la moitié,
et a dit que son estomac était sensible aujourd'hui. C'était sa façon de dire que la nourriture n'était pas à la hauteur de ses exigences. J'ai débarrassé, j'ai mordu ma langue, et j'ai suggéré d'aller nous promener, vu qu'il faisait beau. Elle a dit que ses genoux la faisaient souffrir. J'ai suggéré de nous asseoir sur le porche arrière. Elle a dit que les meubles du porche avaient l'air usés par le temps. J'ai suggéré de regarder quelque chose à la télévision. Elle a répondu qu'il n'y avait plus jamais rien de bien, de nos jours. Alors, nous nous sommes assis dans le salon. Elle a feuilleté un magazine, que Paige avait laissé sur la table basse, et a critiqué chaque tenue, chaque recette, chaque élément de décoration intérieure qui s'y trouvait. Je suis resté assis là, à hocher la tête, buvant ma deuxième tasse de café, en me rappelant que ce n'était que le deuxième jour. Plus qu'un dodo, et elle serait de retour dans sa Buick, en route vers le nord. Vers midi, ma mère a commencé à me poser des questions sur Chase. Comment s'en sortait-il à Nashville? Est-ce que Brooke s'occupait bien de lui? Est-ce que je pensais qu'ils allaient bientôt se fiancer? Elle a parlé de Chase pendant 30 bonnes minutes. Son nouvel appartement, sa promotion dans la société de logistique. À quel point elle était fière de la façon dont il avait vraiment réussi sa vie. J'ai écouté, j'ai souri, et j'ai dit, ouais, c'est super, maman, environ 40 fois, parce que c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait. Puis, elle a changé de sujet. Tu sais, Cody, je m'inquiète parfois pour toi. Elle l'a dit comme si elle posait un diagnostic. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a répondu que je semblais installé. J'ai dit que j'étais installé, et que c'était bien là le but. Elle a rétorqué, non, je veux dire figé. Comme si tu avais cessé de viser plus haut. Je lui ai répondu que j'avais un bon travail, une femme formidable, une maison qui m'appartenait, et un chien qui m'aimait inconditionnellement. Qu'est-ce que j'étais censé viser de plus, exactement? Elle a fait un geste de la main, comme si je ne comprenais rien. Chase a de l'ambition. Il cherche toujours à passer à l'étape supérieure. Toi, tu t'es toujours contenté de ton petit confort, a-t-elle dit. Confort, de la façon dont certains disent médiocre. Je sentais ma mâchoire se crisper, mais j'ai laissé couler. J'avais laissé couler pendant 34 ans, qu'est-ce que ça changeait une fois de plus? Paige est rentrée à la maison vers 13h15. Elle est entrée par la porte d'entrée, avec un sac de courses, l'air joyeuse et détendue. Je me souviens avoir pensé, bien. Elle est de bonne humeur. Peut-être que le reste de la journée va bien se passer. Elle a dit bonjour à ma mère, a commencé à ranger les courses, et a mentionné qu'elle pensait faire du bœuf braisé pour le dîner. Ma mère s'est exclamée, oh, ça a l'air délicieux. Je pourrais peut-être t'aider. Je fais un merveilleux bœuf braisé. Je pourrais te montrer ma méthode. Paige a souri, et a dit, bien sûr, ça serait sympa. Paige, comme je l'ai déjà dit, est une véritable sainte. Je devais faire une petite course rapide. Mon pote Travis m'avait prêté une perceuse la semaine précédente, et je lui avais promis de la lui rapporter. Il habitait à seulement 10 minutes de là. J'ai donc dit à Paige, et à ma mère, que je serais de retour dans une demi-heure. Paige m'a lancé un regard qui voulait dire, s'il te plaît, ne me laisse pas seul avec elle, mais bon, je survivrai. Je l'ai embrassé, et je suis parti. Je suis arrivé chez Travis, j'ai déposé la perceuse, j'ai discuté avec lui pendant peut-être 15 minutes, à propos d'un projet de terrasse qu'il préparait, puis je suis rentré. L'aller-retour complet a duré environ 35 minutes. Quand je me suis garé dans l'allée, j'ai remarqué que les rideaux de devant étaient ouverts, et je pouvais voir ma mère debout, dans la cuisine. Paige était au comptoir, le dos tourné vers elle, en train de couper quelque chose. Je suis entré par la porte latérale, celle qui donne sur le vestibule, puis s'ouvre sur le couloir, juste à côté de la cuisine. C'est une porte silencieuse. Pas de gong qui grince, pas de loquet bruyant. Je ne suis pas entré doucement exprès. C'est juste comme ça que fonctionne cette porte. Et c'est là que je l'ai entendu. Ma mère parlait. Elle ne criait pas, elle ne chuchotait pas, elle parlait simplement, comme si elle tenait une conversation banale. Et elle a prononcé, de ce ton calme et mesuré, que je n'oublierai jamais de ma vie, tu sais qu'il mérite mieux, n'est-ce pas? Je me suis arrêté net. J'étais dans le couloir, à peut-être 2 mètres de la porte de la cuisine, mes clés toujours à la main. Je ne pouvais pas les voir, mais je pouvais entendre chaque mot. Il y a eu une pause.
Puis, Paige a demandé, d'un ton très égal, « Pardon ?» Ma mère a repris, « Je n'essaie pas d'être cruel, Paige. Je dis ça parce que je tiens à lui. Cody a toujours été le genre de personne qui se contente de peu. Il s'est contenté de l'université communautaire. Il s'est contenté de la comptabilité. Et je pense. » Elle a fait une pause, comme si elle choisissait ses prochains mots avec soin, ce qui signifiait qu'elle les avait probablement répétés. Je pense qu'il s'est contenté de peu, en t'épousant. Le silence qui a suivi a été la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Je suis resté là, dans ce couloir, et je jure que mon sang est passé du chaud au froid en environ 2 secondes. Ma main serrait toujours mes clés. Mon café de tout à l'heure trônait sur l'îlot, à moitié plein, en train de refroidir. Et à cet instant, cette tasse de café m'a paru être le symbole de toute ma relation avec ma mère, à moitié finie, en train de devenir froide, et oubliée. Paige n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, sa voix tremblait, non pas de faiblesse, mais de retenue. « Diane, je vais vous accorder le bénéfice du doute, et supposer que vous ne venez pas de me dire ça, ici, dans ma propre cuisine. » Ma mère a ri. Elle a vraiment ri. Ce petit rire condescendant que j'avais entendu 1000 fois en grandissant, mais qui n'avait jamais visé quelqu'un que j'aimais d'une manière aussi directe. « Oh, ma chérie, ne sois pas sur la défensive. Je suis sa mère. Je le connais depuis toujours. Je sais de quoi il est capable, et je sais ce qu'il mérite. Tu es une fille charmante, mais charmante ne suffit pas. Il aurait pu faire tellement plus de choses, avec quelqu'un qui l'aurait poussé. » C'est à ce moment-là que je suis entré dans la cuisine. Je n'ai rien dit au début. Je me suis juste tenu là, dans l'encadrement de la porte. Paige m'a vu la première. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. Elle se tenait là, un couteau dans une main, et une carotte dans l'autre. Elle me regardait comme si elle venait d'être piégée dans un bâtiment en feu, et n'était pas sûre si j'étais là pour la sauver, ou pour la regarder brûler. Ma mère s'est retournée, et m'a vu. J'ai regardé son visage faire ce qu'il fait toujours, quand elle se fait prendre. Ce bref éclair de « oh non », suivi d'un réajustement immédiat pour afficher un air innocent. Elle a souri. « Cody, mon chéri, tu es de retour. » Nous étions juste en train de discuter. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Paige. J'ai regardé mon café sur le comptoir. Puis, je me suis retourné, j'ai traversé le couloir jusqu'à la chambre d'amis, j'ai attrapé sa valise, je l'ai portée jusqu'à la porte d'entrée, et je l'ai déposée sur le porche. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas donné d'explication. J'ai simplement porté sa valise jusqu'à la porte d'entrée. Ma mère m'a suivi, bien sûr. Elle s'est tenue dans le salon, me regardant passer avec ses bagages, et s'est mise à dire, « Cody, qu'est-ce que tu fais ? Cody, Cody, arrête. Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai posé la valise sur le paillasson, et je me suis tourné pour lui faire face. « Tu dois partir, » ai-je dit. Elle m'a dévisagé, comme si je venais de parler dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle est restée là pendant 10 minutes. Je le sais, parce que je regardais l'horloge du micro-ondes, depuis l'encadrement de la porte de la cuisine où je me tenais. 10 longues minutes. Elle a passé en revue tous les outils de son arsenal. D'abord, est venue la confusion, « Cody, je ne comprends pas ce qui se passe. » Ensuite, le déni, je n'ai rien dit de mal. J'avais juste une conversation avec Paige. Puis, la culpabilisation, après tout ce que j'ai fait pour toi, après toutes ces années de sacrifice, c'est comme ça que tu traites ta mère. Et enfin, les larmes. Pas de vraies larmes. Des larmes de comédienne. Le genre de larmes qu'elle versait quand Chase oubliait de l'appeler pour la fête des mères. Le genre conçu pour vous faire sentir comme la pire personne au monde. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je suis resté debout, dans cet encadrement de porte, les bras croisés. Tandis que Paige, assise sur le canapé derrière moi, regardait la scène se dérouler en silence. Finalement, ma mère a ramassé sa valise, s'est dirigée vers sa voiture, l'a mise dans le coffre, et est partie. Elle n'a pas dit au revoir. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle est juste partie. Paige et moi n'avons pas parlé pendant environ 1 heure, après ça. Elle est restée assise sur le canapé. Je me suis assis sur le porche arrière, avec Biscuit.
Quand je suis finalement rentré, Paige se tenait dans la cuisine, à l'endroit exact où ma mère s'était tenue. Elle m'a regardé, et m'a demandé, « Est-ce que ça va ?» Voilà qui est Paige. Ma mère venait de la traiter de moins que rien, et sa première question était de savoir si j'allais bien. Je n'allais pas bien. Pas vraiment. Je lui ai dit que ça allait, parce que c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Mais elle a lu en moi à livre ouvert. Comme toujours. Elle s'est approchée, et m'a pris dans ses bras. Et je suis resté là, le visage contre son épaule, à repenser à chaque fois que ma mère m'avait fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. À chaque fois qu'elle m'avait comparé à Chase. À chaque fois qu'elle avait survolé mes réussites, comme s'il s'agissait de simples notes de bas de page. À chaque fois qu'elle avait regardé ma vie, pour n'y trouver que des manques. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de repasser en boucle ce qu'elle avait dit. Il s'est contenté de peu, en t'épousant. Comme si Paige était un prix de consolation. Comme si cette femme, qui me fait rire tous les jours, qui m'apporte un verre d'eau sans que je le lui demande, qui se souvient de la façon exacte dont j'aime que mes sandwichs soient coupés, était, d'une manière ou d'une autre, inférieure à ce que je méritais. Son audace me serrait la poitrine. Ma mère a commencé à appeler, dès le lendemain matin. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 6 fois le samedi, 4 fois le dimanche. Le lundi, elle est passée au texto. Cody, c'est ridicule. Tu réagis de façon excessive. J'essayais de t'aider. Appelle ta mère. Chaque message atterrissait avec la violence d'une brique à travers une fenêtre, mais je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ensuite, elle a appelé Chase. Chase m'a appelé le lundi soir, et à sa voix, j'ai tout de suite compris qu'on lui avait servi une version très spécifique de l'histoire. Et mec, maman est vraiment bouleversée. Elle dit que tu l'as mise à la porte. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé, en répétant mot pour mot ce qu'elle avait dit à Paige. Il y a eu un long silence. Puis, Chase a dit, c'est tordu. Il ne l'a pas défendu. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a juste dit que c'était tordu. Et ensuite, il a ajouté, je suis désolé, mec. Ce n'est pas correct. Ça représentait énormément pour moi. Chase ne s'en rend probablement pas compte, car toute ma vie, je m'étais attendu à ce qu'il prenne son parti. C'est ce qu'il avait toujours fait auparavant. Ou, du moins, il était resté neutre, ce qui, quand on est l'enfant le moins favorisé, donne l'impression de prendre parti. Mais cette fois-ci, il a entendu ce qu'elle avait fait, et il a appelé un chat un chat. Les 2 semaines suivantes ont été difficiles. Je ne vais pas embellir la vérité. Je me promenais avec cette lourdeur dans la poitrine, qui refusait de se dissiper. J'allais travailler au cabinet d'expertise comptable, je m'asseyais à mon bureau, je manipulais des chiffres, je déjeunais seul. Puis, je rentrais à la maison, et je ressentais cette étrange combinaison de soulagement et de culpabilité. Soulagé d'avoir enfin osé lui tenir tête. Coupable, parce qu'elle était ma mère, et que j'avais posé sa valise sur le porche, comme si c'était une intruse indésirable. Paige a été extraordinaire, tout au long de cette période. Elle ne m'a pas poussé à parler, quand je n'étais pas prêt. Elle n'a pas essayé de réparer les choses, ni de me proposer des solutions, ou de me dire quoi faire. Elle s'est juste assurée que je mangeais bien, que je dormais assez, et m'a rappelé, chaque jour, que j'avais pris la bonne décision. Tu m'as choisi, m'a-t-elle dit un soir, et je ne l'oublierai jamais. Vers la 3e semaine, quelque chose a commencé à changer. J'ai commencé à moins penser à ce que ma mère avait dit, et davantage à ce que je voulais pour l'avenir. J'avais passé toute ma vie à me donner en spectacle, pour un public composé d'une seule personne, qui n'applaudissait jamais. Pourquoi étais-je encore sur scène? J'ai commencé à voir un thérapeute. Il s'appelait le docteur Rowe. Un homme calme, avec une barbe et des lunettes, qui avait l'air de pouvoir tenir une microbrasserie le week-end. À la première séance, je me suis assis, et j'ai dit, je crois que ma mère m'a toujours considéré comme le moins bon de ses enfants. Il a hoché la tête, et m'a dit, parlez-moi de ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé pendant 45 minutes d'affilée. Et il m'a laissé faire. Il ne m'a pas interrompu, il n'a pas jugé. Il a juste écouté, et pris des notes. À la fin, il a déclaré, c'est un lourd fardeau à porter, pour quelqu'un de 34 ans. La thérapie m'a aidé. Pas du jour au lendemain, pas comme un interrupteur magique, mais lentement.
Le docteur Ro m'a aidé à voir des schémas, auxquels j'avais été aveugle. Comment j'avais passé ma vie à essayer de mériter un amour, qui aurait dû m'être donné gratuitement. Comment je confondais le fait de préserver la paix, avec le fait d'être en paix. Comment mon silence n'était pas une preuve de maturité. C'était un instinct de survie. Pendant ce temps, le travail se passait bien. Vraiment bien, à vrai dire. Ma patronne, une femme nommée Janet, qui me faisait penser à une version plus amicale d'un sergent instructeur, me poussait vers un poste de cadre supérieur depuis des mois. Je traînais des pieds, car honnêtement, je ne me sentais pas prêt. Mais, après tout ce qui s'était passé avec ma mère, il y a eu un déclic. J'étais fatigué de me sous-estimer, simplement parce que quelqu'un d'autre l'avait toujours fait. J'ai postulé pour le poste, j'ai réussi l'entretien haut la main, et j'ai obtenu la promotion. L'augmentation de salaire était suffisamment importante pour enfin terminer la rénovation du sous-sol, que Paige et moi repoussions depuis un moment. Assez importante pour ouvrir un véritable compte épargne, et pour avoir l'impression de construire quelque chose de solide. Paige et moi nous sommes également rapprochés, pendant cette période. Nous avons instauré un rituel, le samedi matin. Le marché des producteurs, suivi d'un café dans ce petit endroit en centre-ville, appelé Mud and Water. Puis, une promenade dans le parc, au bord de la rivière. Nous parlions de tout et de rien. De nos futurs enfants, peut-être, un jour, ou des endroits où nous voulions voyager. Elle voulait voir l'Irlande. Moi, je voulais voir le Montana. Nous avons fait un compromis, et avons décidé de faire les deux. J'ai aussi commencé à cuisiner davantage. Non pas parce que Paige avait besoin d'aide, mais parce que j'ai découvert que couper des légumes, et suivre une recette, apaisait mon cerveau d'une manière unique. J'ai préparé mon premier risotto de A à Z, et il était terrible. Mais Paige a mangé tout son bol, et a dit que c'était audacieux. C'est la chose la plus gentille qu'on puisse dire, à propos d'un mauvais risotto. Environ 6 semaines après l'incident du Porsche, les textos de ma mère s'étaient réduits à un mince filet. Un par semaine, puis un toutes les 2 semaines. Chacun d'eux étant légèrement plus désespéré que le précédent. Tu me manques. Ce n'est pas juste. Je suis ta mère, Cody. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun. Puis, un soir, au bout d'environ 7 semaines, Chase a de nouveau appelé. Cette fois, sa voix était différente. Plus prudente. Et maman m'a beaucoup appelé, ces derniers temps. Elle ne va pas très fort. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a raconté qu'elle avait dit aux gens de l'église que je l'avais abandonnée. Qu'elle pleurait aux réunions de son club de jardinage. Qu'elle avait appelé notre tante Ruth, pour lui dire que j'étais manipulé par ma femme. Cette dernière partie m'a touché dans une zone, dont j'ignorais qu'elle était encore sensible. Manipulé par ma femme. Comme si je n'avais pas mon propre cerveau. Comme si Paige était une marionnettiste, qui tirait mes ficelles, au lieu d'être la femme qui avait été insultée dans sa propre cuisine, et qui m'avait quand même demandé si j'allais bien en premier. J'ai remercié Chase de m'avoir prévenu, puis j'ai digéré la nouvelle. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas envoyé de texto furieux. Je suis simplement resté assis, en repensant à ce que le docteur Ro m'avait appris sur les limites. Il m'avait expliqué qu'imposer une limite n'est pas une punition, c'est une protection. Et que les seules personnes que cela contrarie, sont celles qui profitaient de votre manque de limites. Alors, j'ai gardé le silence, et j'ai attendu. Parce que j'avais le pressentiment, au fond de mes tripes, que la situation n'avait pas fini de se développer. Et j'avais raison. Environ 9 semaines après avoir posé la valise de ma mère sur le porche, j'ai reçu un coup de fil de ma tante Ruth. Il faut savoir que tante Ruth est la grande sœur de ma mère, et c'est le genre de femme qui n'a aucune tolérance pour les bêtises. Elle a élevé 4 enfants avec un salaire d'enseignante, a enterré son mari à 52 ans, et a un jour prévenu un démarcheur téléphonique que, s'il la rappelait, elle conduirait jusqu'à son bureau pour débrancher son téléphone en personne. Ruth ne rigole pas avec ce genre de choses. Elle m'a appelé un mercredi soir. Pas de formule de politesse, pas de bavardage. Cody, je dois te parler de ta mère, et j'ai besoin que tu m'écoutes avant de dire quoi que ce soit. J'ai répondu, d'accord. Ruth m'a expliqué que ma mère l'appelait tous les 2 ou 3 jours, en pleurs, racontant que j'avais coupé les ponts sans raison. Que je l'avais jeté hors de chez moi parce que Paige ne l'aimait pas. Que Paige m'avait monté contre ma propre mère.
Ruth m'a confié qu'elle l'avait écouté patiemment, les premières fois. Mais l'histoire ne cessait de changer, les détails variaient sans cesse, et elle avait fini par lui demander, « Diane, qu'est-ce que tu as dit à cette fille, exactement ?» Et ma mère le lui avait dit. Pas la vraie version, bien sûr, mais une version édulcorée. Elle a prétendu à Ruth qu'elle avait simplement exprimé des inquiétudes, quant au fait que Paige soit, ou non, la bonne personne pour moi. Ruth, qui possède un détecteur de mensonges intégré, a insisté, et ma mère a fini par admettre, selon les propres termes de Ruth, bien plus qu'elle n'en avait l'intention. La voix de Ruth s'est adoucie au bout du fil. Cody. Elle a dit à cette fille qu'elle n'était pas assez bien pour toi, dans sa propre maison, alors qu'elle était l'invitée sous son toit. J'ai répondu, oui, c'est exact. Ruth a gardé le silence un instant. Puis, elle a soupiré. Ta mère fait ce genre de choses depuis que nous sommes enfants. Elle l'a fait à ton père, aussi. Elle lui a dit que sa famille n'était pas assez bien. Elle lui a dit que son travail n'était pas assez bien. Elle lui a répété qu'elle méritait mieux. C'est pour ça qu'il est parti. Cody. Pas parce qu'il ne vous aimait pas, vous, ces garçons. Mais parce qu'elle lui a fait sentir qu'il ne serait jamais à la hauteur. Ça m'a frappé comme un train de marchandises. Toute ma vie, on m'avait répété que mon père était parti parce qu'il était irresponsable, parce qu'il ne supportait pas l'engagement, parce qu'il s'était choisi lui-même plutôt que sa famille. Ma mère avait construit ce récit, brique par brique, et j'avais vécu à l'intérieur pendant 27 ans, sans jamais en examiner les fondations. Ruth m'a appris qu'elle avait appelé mon père, quelques années après son départ. Il vivait à Louisville, travaillait dans la construction, et avait le cœur brisé d'avoir perdu le contact avec Chase et moi. Elle m'a expliqué qu'il avait essayé de s'impliquer, mais que ma mère lui avait rendu la tâche impossible. Des lettres renvoyées à l'expéditeur, des appels téléphoniques bloqués. Elle avait même affirmé à un juge qu'il était instable. Il a fini par abandonner, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il était épuisé. Après cet appel, je suis resté assis très longtemps sur mon porche arrière. Biscuit est venu, et a posé sa tête sur mon pied, car il sent toujours ces choses-là. J'ai appelé Paige dehors, et je lui ai tout raconté. Elle a écouté, elle m'a tenu la main, et a demandé, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je savais ce que je voulais faire. Je voulais parler à mon père. Le retrouver a été plus facile que je ne le pensais. Son nom est Glenn Mitchell. J'ai fait des recherches en ligne, j'ai trouvé une adresse à Louisville, et j'ai fixé le numéro de téléphone pendant 2 jours, avant de trouver le courage d'appeler. Paige s'est assise à côté de moi sur le canapé, quand j'ai enfin composé le numéro. Ma hand tremblait. Pas un peu, mais énormément. Il a décroché à la 3e sonnerie. Allô ? Sa voix était plus grave que dans mes souvenirs, mais c'était bien lui. J'ai soufflé, « Papa, c'est Cody. » Il y a eu un silence. Il a duré peut-être 5 secondes, mais m'a semblé durer 1 heure. Puis il a dit, « Cody. » Juste mon prénom, mais la façon dont il l'a prononcé, comme s'il avait attendu 27 ans pour le dire, m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je suis resté assis sur ce canapé, à parler à mon père pendant 2 heures, pendant que Paige préparait du thé, et que Biscuit ronflait à mes pieds. Il m'a tout raconté. Comment ma mère l'avait systématiquement mis à la porte. Comment elle lui disait qu'il était un mauvais père. Comment elle interceptait les cartes d'anniversaire, et renvoyait les cadeaux de Noël. Comment il avait conservé chaque lettre, qu'il avait écrite à Chase et moi, dans une boîte à chaussures au fond d'un placard, attendant le jour où l'un de nous viendrait le chercher. Une boîte à chaussures remplie de lettres, écrite par un homme dont on m'avait dit qu'il ne se souciait pas de nous. Glenn et moi avons prévu de nous rencontrer en personne. Il a conduit jusqu'à Maryville le week-end suivant. Je ne vais pas mentir, j'étais nerveux. J'avais 34 ans, et j'étais nerveux à l'idée de rencontrer mon propre père. Mais au moment où je l'ai vu sortir de son camion dans notre allée, ce grand gaillard avec des cheveux gris, et exactement le même sourire de travers que moi, l'anxiété s'est transformée en toute autre chose. Quelque chose de chaleureux, qui n'avait que trop tardé. Nous avons passé le week-end ensemble. Il a rencontré Paige, qu'il a immédiatement adoré. Il a lancé la balle à Biscuit pendant 30 minutes d'affilée. Il s'est assis dans notre cuisine, et a mangé du bœuf braisé. Le bœuf braisé que Paige préparait le jour où tout a dérapé. Il a affirmé que c'était le meilleur repas qu'il ait mangé depuis des années.
Paige a eu les larmes aux yeux, en entendant ça. Moi aussi, mais j'ai fait semblant que c'était à cause des allergies. Au cours de ce week-end, une image plus claire s'est dessinée, une image plus dure, et plus douloureuse que tout ce que j'avais pu imaginer. Ma mère n'avait pas seulement échoué à bien m'aimer. Elle avait activement saboté ma capacité à être aimé, par la seule personne qui essayait de le faire avec le plus d'efforts. Elle m'avait enlevé mon père. Non pas parce qu'il était dangereux, non pas parce qu'il était négligent, mais parce qu'il ne la vénérait pas comme elle exigeait d'être vénérée. Je n'ai rien dit de tout cela à ma mère. Je ne l'ai pas appelée. Je ne l'ai pas tenue au courant. Mais je savais qu'elle finirait par le découvrir. Les petites villes parlent, les familles parlent. Et quand ma mère apprendrait que Glenn Mitchell était assis dans ma cuisine, en train de manger du bœuf braisé, le récit qu'elle avait mis près de 3 décennies à construire s'effondrerait complètement. C'est arrivé plus vite que je ne le pensais. Chase m'a appelé un mardi. Mec, maman est au courant pour papa. Il m'a raconté qu'elle l'avait appelé en panique, à peine cohérente, pour lui dire que quelqu'un de l'église avait vu un camion inconnu dans mon allée. Elle avait creusé, et elle avait compris. Chase m'a décrit qu'elle était furieuse. Pas triste, pas pensive, mais furieuse. Comme si je l'avais trahi, en découvrant la vérité. J'ai demandé à Chase de lui transmettre que j'étais tout à fait disposé à avoir une conversation avec elle. Cependant, ce serait à mes conditions, chez moi, en présence de Paige. Et elle devrait venir préparée à répondre honnêtement à une question précise, sinon il était inutile qu'elle vienne. Chase a demandé quelle était la question. J'ai répondu, je veux savoir pourquoi. Pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit à Paige? Pourquoi elle a fait fuir papa? Pourquoi elle m'a traité comme si je n'étais jamais à la hauteur? Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas de diversion. Je veux la vérité. Chase a transmis le message. 2 jours plus tard, ma mère a appelé, et a confirmé qu'elle viendrait. Samedi à midi. J'ai passé ces 2 jours à me préparer. Pas de manière stratégique, je ne préparais pas une sorte de règlement de compte élaboré. J'avais juste besoin d'organiser mes pensées. J'ai parlé au docteur Rowe. J'ai parlé à Paige. J'ai parlé à Glenn, qui m'a rassuré, quoi qu'il se passe dans cette pièce, tu as déjà gagné. Tu sais qui tu es. C'est la seule chose qu'elle n'a jamais pu contrôler. Le samedi est arrivé. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café, et je me suis assis à l'îlot de la cuisine. Paige est descendue, a embrassé mon front, et m'a promis, je serai juste à côté de toi. À 11h55, j'ai entendu des pneus sur les graviers de l'allée. La Buick de ma mère, la même qu'avant. Elle s'est garée. Elle est restée assise dans la voiture pendant quelques minutes. Puis, elle est sortie, et a marché vers la porte d'entrée. Cette fois-ci, c'est moi qui lui ai ouvert. Ma mère m'a paru plus petite que dans mes souvenirs. Cela ne faisait qu'environ 10 semaines que je ne l'avais pas vue, mais on aurait dit qu'elle avait vieilli d'1 an. Elle n'était pas coiffée comme d'habitude. Elle ne portait pas son rouge à lèvres habituel. Elle est entrée en ne portant que son sac à main, et, pour la première fois de ma vie, elle n'a pas regardé autour d'elle pour trouver un détail à critiquer. Paige était assise dans le salon. Ma mère lui a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. J'ai désigné le canapé d'un geste. Assieds-toi, maman. Elle s'est assise. Paige est restée dans le fauteuil en face d'elle. Je suis resté debout un instant, puis je me suis assis à côté de Paige. Biscuit est entré, a reniflé la chaussure de ma mère, et est reparti. Même le chien savait que l'atmosphère était tendue. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis, ma mère a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a essayé de prendre le contrôle de la conversation. Cody, avant que tu ne dises quoi que ce soit, je veux que tu saches que j'ai été misérable. Je n'ai pas dormi. J'ai à peine mangé. Tu es mon fils, et cette distance a été la chose la plus difficile que j'ai jamais traversée. Je l'ai laissé terminer. Puis, j'ai repris, maman. J'ai dit à Chase que j'avais une question. Tu te souviens de ce que c'est? Elle a regardé ses mains. Oui, alors dis-moi pourquoi. Elle a commencé par une diversion, comme je savais qu'elle le ferait. J'essayais seulement de veiller sur toi. C'est le rôle d'une mère. Elle a commencé à avoir les larmes aux yeux, le même genre de larmes qu'elle avait utilisées sur le pas de la porte, 10 semaines plus tôt. Mais j'avais passé 10 semaines en thérapie,
et je pouvais voir la machinerie derrière ses larmes maintenant. Le mécanisme, la technique. Je l'ai interrompu, maman, dire à ma femme qu'elle est inférieure à ce que je mérite, dans sa propre cuisine, ce n'est pas de l'inquiétude maternelle. C'est de la cruauté. Et j'ai besoin que tu reconnaisses les choses pour ce qu'elles sont. Paige a pris la parole à ce moment-là. Sa voix était assurée, d'une grande clarté. Diane, je n'ai été rien d'autre que gentil avec vous pendant 7 ans. J'ai mordu ma langue plus de fois que je ne peux le compter. Et vous vous êtes tenu dans ma cuisine, pour me dire que je n'étais pas assez bien pour votre fils. J'ai besoin de vous entendre me dire pourquoi. Ma mère est restée silencieuse pendant un long moment. Lorsqu'elle a enfin parlé, sa voix était plus fluette que je ne l'avais jamais entendue. Parce que j'étais jalouse. Je ne m'attendais pas à ça. Paige non plus. Nous l'avons tous deux regardé. Vous deux, vous avez quelque chose que je n'ai jamais eu, a-t-elle poursuivi. Vous vous aimez vraiment. Vous riez ensemble. Vous êtes gentils l'un envers l'autre. Je n'ai pas eu ça avec ton père. Je n'ai eu ça avec personne. Et vous voir la voir m'a fait réaliser que j'avais raté la chose la plus importante. Elle s'est essuyée les yeux. De vraies larmes, cette fois-ci. Je voyais la différence. Je me disais que je te protégeais, mais en réalité, je la punissais. Parce qu'elle possède ce que je voulais, et que je n'ai jamais eu. La pièce est devenue très silencieuse. Biscuit est revenu dans la pièce, et s'est couché à mes pieds. Sentant apparemment que le drame avait atteint son apogée émotionnel, et décidant que c'était le bon moment pour faire une sieste. J'ai regardé ma mère, et j'ai dit une chose que je gardais en moi, depuis plus longtemps que je ne le réalisais. Tu as fait fuir papa. Ruth m'a tout dit, puis papa m'a raconté le reste. Il n'est pas parti parce qu'il était irresponsable. Il est parti parce que tu as rendu son départ inévitable, tu l'as empêché de rester. Et ensuite, tu l'as effacé de nos vies. Sa mâchoire s'est crispée. J'étais en colère. J'étais blessé. J'avais 26 ans, avec 2 enfants, et un homme qui, je le pensais, allait réparer ma vie. Et quand il n'a pas pu le faire, je l'ai blâmé. Tu ne t'es pas contenté de le blâmer, maman. Tu nous as pris notre père. Chase a raté toute son enfance avec papa. Moi, j'ai raté 27 ans. Et tu nous as laissé croire que c'était de sa faute. Elle s'est effondrée. Pas les pleurs contrôlés qu'elle avait simulés sur le pas de la porte. De vrais sanglots rauquaient. Elle était assise sur mon canapé, et pleurait comme une personne à qui l'on vient de tendre un miroir, qu'elle évitait depuis 30 ans. Une partie de moi voulait la réconforter. C'était l'enfant en moi. Mais je suis resté là où j'étais. Paige m'a tenu la main, et j'ai laissé ma mère s'imprégner du poids de ses actes. Pas par cruauté, mais parce qu'elle avait besoin de le ressentir. Au bout d'un moment, elle s'est calmée. Elle s'est mouchée avec un mouchoir sorti de son sac, et m'a regardé. Ses yeux étaient gonflés et injectés de sang. Pour la première fois, elle ne jouait pas la comédie. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» a-t-elle demandé. J'ai répondu, « Je veux que tu t'excuses auprès de Paige. Pas auprès de moi, auprès d'elle. Et je ne veux pas la version que tu sers pour te donner bonne conscience. Je veux la version qu'elle mérite. » Ma mère a regardé Paige. Paige lui a rendu son regard avec une expression qui n'était ni froide ni chaleureuse. Juste ouverte, dans l'attente. « Paige, » a commencé ma mère. Ce que je vous ai dit était mal. C'était cruel, et ce n'était pas vrai. Vous êtes la meilleure chose qui soit jamais arrivée à mon fils. Et je pense que je le sais, depuis le jour où il vous a ramené à la maison. J'ai été cruel parce que j'étais aigri. Et je m'en suis prise à la personne qui le méritait le moins. Je suis désolé. Paige a lentement hoché la tête. Elle n'a pas dit que ce n'était pas grave, parce que c'était grave. Elle a simplement répondu, « Merci de l'avoir dit. » Ensuite, j'ai expliqué ma condition à ma mère. Si elle voulait faire partie de nos vies, elle devait commencer une thérapie. Ce n'était pas une suggestion, c'était une exigence. Elle devait appeler Glenn, et s'excuser pour les mensonges qu'elle avait proférés sur lui, à ses propres enfants. En outre, elle serait la bienvenue chez nous. Mais, à la moindre minute où elle manquerait de respect à Paige, à moi, ou à quiconque sous notre toit, elle partirait, et la porte resterait définitivement fermée. Elle a acquiescé à tout. Je voyais bien que ce n'était pas facile pour elle.
Diane Mitchell n'est pas une femme qui accepte les conditions de qui que ce soit, et encore moins de son fils fiable. Mais je crois qu'elle a compris, peut-être pour la première fois, qu'être fiable ne signifiait pas être une poire. Que l'enfant qu'elle avait sous-estimé pendant 34 ans avait construit une vie digne d'être protégée, et qu'il la protégerait, qu'elle le veuille ou non. Elle est partie environ 1 heure plus tard. Pas de drame avec les valises, cette fois-ci. Elle m'a serré dans ses bras à la porte, et c'était différent, plus léger. Pas l'étreinte d'une femme qui pense vous posséder, mais l'étreinte d'une femme qui commence à comprendre qu'elle doit vous mériter. C'était il y a environ 3 mois. Voici où en sont les choses aujourd'hui. Ma mère a commencé une thérapie. Elle y va tous les jeudis. Elle n'en parle pas beaucoup, ce que je prends comme un bon signe. Elle assimile les choses, elle ne joue plus la comédie. Elle a appelé Glenn. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit, mais Glenn m'a confié qu'elle avait pleuré, et s'était excusée. Il a accepté ses excuses, tout en lui précisant que le mal était fait, et qu'il ne serait plus jamais proche. Il l'a dit gentiment, car Glenn est un homme gentil. Un homme gentil, qui a passé 27 ans à languir de l'absence de ses fils, parce qu'une femme aigrie avait décidé que son récit était plus important que la vérité. Glenn et moi parlons tous les dimanches, maintenant. Il descend nous voir pour le 4 juillet. Lui et Pêche prévoient déjà un concours de cuisine, ce qui s'annonce comme un désastre, car ni l'un ni l'autre ne sait faire de barbecue pour sauver sa vie. Mais, ils ne le savent pas encore. Chase et moi sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été. Il m'a dit récemment qu'il avait commencé à voir sa propre relation avec maman d'un autre œil. Il a toujours été l'enfant prodige, mais n'avait jamais pris le temps de réfléchir à ce que cela me coûtait. Je lui ai assuré qu'il n'avait pas à s'excuser pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. Cependant, j'ai apprécié qu'il le dise, plus qu'il ne l'imagine. Paige et moi allons très bien, mieux que bien, même. Nous parlons de fonder une famille, ce qui est à la fois terrifiant et excitant. C'est exactement le genre d'avenir que je souhaite. Elle prépare toujours ce poulet piccata, que ma mère n'avait pas tout à fait réussi à complimenter. Et je m'assois toujours à l'îlot verso chaque matin, avec mon café. Sauf que maintenant, je bois la tasse en entier. Et ma mère, elle fait des efforts. Elle est venue dîner le mois dernier. Elle a complimenté le bœuf braisé. Elle a posé des questions à Pêche sur son travail. Elle a caressé Biscuit, et n'a fait aucun commentaire sur les meubles. C'était maladroit, imparfait, et un peu forcé. Et pourtant, ce fut l'interaction la plus authentique que j'ai jamais eue avec elle. Je ne sais pas si nous aurons un jour la relation que je désirais quand j'étais enfant. Ce bateau a probablement levé l'ancre il y a bien longtemps. Mais nous pourrions construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Et j'ai réalisé que l'honnêteté vaut mieux que la perfection, à tous les coups. Alors, voilà mon histoire. La visite de 3 jours, qui a duré 2 jours, et qui a tout changé. Si vous êtes l'enfant qui a toujours été et voici Cody, celui sur qui on peut compter, celui qui n'a jamais fait de vague de peur que l'eau ne l'engloutisse. Laissez-moi vous dire une chose. L'eau ne vous engloutira pas. Et les personnes qui valent la peine d'être gardées, seront toujours debout sur le rivage, lorsque les vagues se calmeront. Je le sais, car je regarde l'une d'entre elles en ce moment même, et elle me demande si je veux encore du café. La réponse est toujours oui.